Toujours sur les sentiers menant à tours et donjons, nous continuons notre périple à travers notre région à la découverte des fiers castels dont la féodalité a doté l'Alsace quand régnait le Saint-Empire germanique. Nous continuons également à vous faire découvrir des sites de grande typicité qui témoignent du foisonnement de la culture alsacienne. Gardien vigilant qui a souvent entendu gronder l'orage des révolutions et des invasions à la porte de notre région, le château du Landskron, perché sur un contrefort du Jura entre Bâle et Ferrette, a probablement été créé fin du XIIe siècle par l'évêché de Bâle et donné en fief aux chevaliers Münch de Münchenstein qui deviennent alors les chevaliers Münch du Landskron. Après maintes péripéties et bouleversements, dont le tremblement de terre de 1356, la guerre des Six Deniers ou encore la guerre de 30 ans, en 1664, Louis XIV étant devenu le maître de l'Alsace, la forteresse devient place forte royale, renforcée par les travaux dirigés par Vauban. Plus tard, le château sera transformé en prison, la Bastille de l'Alsace, où étaient enfermés ceux qui pouvaient déplaire au roi. On peut même y rencontrer un prisonnier qui se morfond toujours dans sa cellule, Bernard Duverger de Soubardou, officier né en 1737 à la Nouvelle-Orléans et qui, après la perte de la Louisiane, vint à Versailles, y eut une aventure amoureuse avec une dame de la cour et fut par lettre de cachet et sur ordre de Choiseul, ici incarcéré. Libéré après 21 ans de détention lors de la Révolution, il avait perdu la raison. La version romancée prétend quant à elle que la dame n'avait cessé de rechercher son amoureux et qu'avec l'aide d'un aubergiste de Bas-de-Flux et de quelques jeunes gens du village, elle l'aida à s'évader. Depuis le château du Landskron, nous partons par les sentiers vers la Confédération helvétique voisine, dans la douce vallée du Leimental, vers l'abbaye de Mariastein, monastère bénédictin, pèlerinage remontant à la seconde moitié du XIVe siècle, où affluent depuis les pèlerins du monde entier. L'église néo-baroque superbe fut consacrée en 1655 par le prince-évêque de Bâle. Le cœur du monastère se situe dans une grotte souterraine. Il s'agit de la chapelle des Grâces datant du XVe siècle et édifiée à l'endroit où un enfant survécut miraculeusement à l'effondrement d'une falaise et qui abrite la Vierge au sourire. Montée vers le Donon, axe de communication ancestral, carrefour d'un trafic soutenu de pèlerins et de voyageurs depuis des millénaires. Pierres à cupules, autel à sacrifice selon la légende.
Escalier dit de l'empereur, construit pendant la Première Guerre pour accueillir l'empereur Guillaume II. Ensemble de stèles votives trouvées autour de la plateforme sommitale. À la fin de l'époque celtique, sur ce promontoire, fréquenté dès le néolithique, fut aménagé un lieu de culte abrité par une enceinte, et les Celtes y bâtirent un temple au dieu Cère. Largement développé par les Romains entre les 1er et 3e siècles, le sanctuaire est principalement consacré au dieu Mercure, dieu des voyageurs. Sous Napoléon III, un petit temple à l'antique est érigé pour abriter les trouvailles archéologiques. Traces du Jäger Kortmann datées du 8 octobre 1918, les lieux étant encore aux mains des Allemands. De nombreux trous d'hommes témoignent de la bataille qui ici a fait rage. Passé miraculeusement à travers toutes les guerres, toutes les destructions, Ríkvír a su résister aux envahisseurs. Les ruelles, les murailles et les vieilles maisons ont conservé leur splendeur du XVIe siècle. À la fois beffroi et tour de garde, le Dolder, porte défensive élevée en 1291. Fontaine de la Cime de 1560 où l'on lavait et jaugeait les tonneaux. Maison Conrad Ortlieb, édifiée en 1574, avec un bas-relief où l'on voit la mort dialoguer avec le propriétaire des lieux. L'ancienne auberge du Cerf datant de 1566. Cour d'Imière de l'évêché de Strasbourg jusqu'en 1324. Maison d'Isler, riche demeure bâtie en 1609, caractéristique de l'art de la Renaissance rhénane. Puis accessible également par l'intérieur de la maison. Le château a été reconstruit en 1540 par le comte Georges de Wurtemberg et a gardé ses fenêtres à meneaux et sa tourelle d'escalier. Il abrite le musée de la communication d'Alsace. Maison du gourmet à l'étoile avec motif de la chaise curule, poteau cornier et enseigne réalisée par Hansi. Dans la cour des nobles, l'ancien hôtel de Berkheim date de 1523. La maison Chicart, construite en 1606 avec un oriel d'angle remarquable. Érigée en 1561, cette maison compte 5 étages en pans de bois ornés de chaises curules, posées sur un rez-de-chaussée en maçonnerie,
qui avec ses 25 mètres de haut est l'une des plus hautes à colombage d'Alsace. Monter vers le château du Nidec en passant par la vallée glaciaire dans laquelle se jette la cascade du Nidec du haut d'une muraille de porphyre. Sur cet affleurement de roches volcaniques se dressent les ruines de deux châteaux, le Bas et le Haut Nidec. Le Nidec est mentionné pour la première fois en 1264 lorsqu'il est gardé par le burgrave Houcard de Dorlisheim. Au cours de la première moitié du XIVe siècle sera édifié le Haut Nidec pour offrir à la lignée et à ses alliés l'espace nécessaire. L'existence des deux châteaux est attestée dès 1336, ils sont alors propriété de l'évêché. Les lieux ont vu les combats du chevalier André Virir, qui, ayant combattu les Strasbourgeois pour compte de l'évêque de leur ville, s'est réfugié ici. Montée au Haut Nidec. La destruction du château a lieu probablement en 1636 pendant la guerre de 30 ans, les troupes suédoises dévastant alors les possessions épiscopales tenues par les Habsbourg. Sur le banc de la commune de Niederaslar se dresse avec ses trois nefs un fleuron de l'art gothique des XIIIe et XIVe siècles, à savoir la collégiale Saint-Florent. On découvre ici de superbes gargouilles, un portail encadré de statuettes et orné d'un tympan qui illustre l'histoire de Saint-Florent guérissant la fille du roi d'Agobert. De beaux vitraux des XIVe et XVe siècles. Une chapelle abrite sous ses voûtes aux clés sculptées un Saint-Sépulcre du XIVe siècle, ainsi que la pierre tombale de Gerlach von Steinbach, bâtisseur des lieux, fils de Erwin de Steinbach, constructeur de la cathédrale de Strasbourg. Avant-chœur des chanoines avec lutrin et boiserie réalisé en 1691. Statue de procession de Saint-Florent. Dans le chœur, la tombe de l'évêque Rachio est surmontée de la châsse reliquaire de Saint-Florent. Dans le jardin du cloître de la collégiale, de très belles pierres tombales.
Situé sur une barre rocheuse au-dessus de Saverne, le Haut-Bar est le plus imposant des châteaux des évêques de Strasbourg. Il existe déjà en 1113. Le fait de surveiller l'un des principaux passages entre la plaine d'Alsace et la plaine de Lorraine lui vaut le surnom d'œil de l'Alsace. Au XIIIe et XIVe siècle, il est une véritable forteresse inexpugnable. Très belle chapelle romane dédiée à Saint Nicolas remontant au XIIe siècle. Au XVIe siècle, l'évêque de Strasbourg fonda ici la confrérie de la Corne, dont le rituel consistait à vider d'un trait une énorme corne d'auroch remplie de 4 litres de vin d'Alsace. Une surprenante auberge. Tour et maison du télégraphe optique Chappe, dont 46 stations furent installées en 1798 entre Strasbourg et Paris. Non loin du château du Haut-Bar, par le sentier de randonnée GR53, on découvre le château du Grand Géroldsec qui avait été édifié là pour défendre les intérêts de l'abbaye de Marmoutier et la protéger. La famille de Géroldsec, vassale de l'évêché de Metz, était avouée de l'abbaye et a été propriétaire des lieux jusqu'en 1391. En 1471, l'un des occupants du Géroldsec se livra à des actes de brigandage qui conduisirent à la destruction du château. À quelques portées d'arbalète du grand Géroldsec, le petit Géroldsec avait comme son grand voisin pour mission la défense de l'abbaye de Marmoutier. L'abbatiale de Marmoutier, véritable joyau de l'art roman alsacien, bénéficiait, comme déjà relaté, de la protection des châteaux des grands et petits Géroldsec. La façade occidentale est édifiée en grès rouge des Vosges. Dans le chœur, stèle Louis XV et dais ornementés de feuillages et de branches d'arbres. Dans le bras du transept, monument funéraire élevé en 1621 et très abîmé pendant la Révolution. Albert Schweitzer aimait jouer sur le prestigieux orgue Silbermann. Des vestiges d'une église mérovingienne construite en l'an 724 ont été découverts sous le transept. À la recherche de la route forestière d'accès au château du Bilstein, nous nous retrouvons à Unavir et en profitons pour visiter la belle église fortifiée, dont l'enceinte hexagonale date du XIVe siècle et dont le lourd clocher a l'allure d'un donjon. Dans une chapelle latérale, des fresques des XVe et XVIe siècles racontent la vie et les miracles de Saint Nicolas. L'église sert à la fois au culte catholique et protestant, le chœur étant réservé aux catholiques depuis Louis XIV. Depuis l'église qui navigue sur une mer de vignes, très belle vue sur les châteaux de Ribeauvillé, le Saint-Ulrich, le Geisberg et tout en haut, le Ribeaupierre.
Après près de 2 heures de montée depuis Unavir, nous voici au château de Bilstein qui remonterait au XIIe siècle, création des comtes d'Egisheim d'Abo. Il ne reste du bas château que quelques vestiges de dépendance et de communs, du haut château qu'un donjon carré en pierre à bosse. Depuis la porte d'entrée ogivale du donjon, on aperçoit au loin le Haut-Königsbourg. Sur le chemin du retour vers Unavir, une borne armoriée datée de 1758. Un peu plus loin, nous découvrons les ruines du couvent de Silo qui fut occupé jusqu'au début du XIIIe siècle par des religieuses formant un prieuré de l'ordre de Saint-Augustin. Aujourd'hui, la forêt a repris ses droits et il émane des lieux un certain romantisme. Le Saint-Ulrich et le Giersberg. Monté vers le pèlerinage médiéval de Notre-Dame de Dusenbach par un imposant chemin de croix. C'est ici qu'Egenolf de Ribaupierre, en revenant de la 5e croisade, avait déposé une statue de la Vierge qu'il venait de ramener de Terre Sainte. Par 3 fois, les 3 chapelles ont été détruites, en 1365 par les Anglais, en 1632 par les Suédois et en 1794 par les Républicains. Une chapelle, un couvent et une église ont été reconstruits. La chapelle de la Vierge. À Sigolsheim, l'église Saint-Pierre et Paul date du XIIe siècle. Son portail roman s'orne d'un beau tympan. Les lieux ont été durement touchés durant les combats de la poche de Colmar en 1944-45. À Kinsheim, la porte basse dite du Lali est surmontée d'une tête sculptée qui tire la langue aux passants. Édifié vers 1400 par Jean de Lupfen et agrandi par Lazare de Schwendi entre 1563 et 1583, l'ancien château est aujourd'hui le siège de la confrérie Saint-Étienne qui, au cours de dégustation à l'aveugle, octroie des sigillés de qualité aux vins présentés. L'église Notre-Dame des Sept Douleurs a été édifiée au cours des XIIIe et XIVe siècles sur la base d'un édifice primitif. Sur les murs de l'ancien ossuaire, maintenant sacristie, une inquiétante danse macabre. Pierre tombale de Lazare de Schwendi.
Vierge du XIVe siècle. La chapelle Saint-Félix et Sainte-Régule abrite une belle collection d'ex-voto datant des XVIIIe et XIXe siècles, époque où Kinsheim était un pèlerinage marial. En 1466 aurait eu lieu un miracle dans la chapelle où de nombreux témoins auraient vu pleurer les statues de la Vierge et de Saint Jean qui provenaient de l'église de Sigolsheim, pillée par le seigneur Jean Wilde. Nous entrons à Turckheim par la porte de France, tour massive datant de 1315. Belle fontaine du XVIIIe siècle devant le corps de garde construit vers 1580 et qui était à double usage, poêle des corporations et entrepôt. L'auberge aux deux clés de 1620 en grès et colombage était réservée aux hôtes de marque de la cité. Très belle orielle Renaissance. De l'ancienne église ne subsiste que la tour. Porte du Brand donnant accès au coteau du même nom et à ses vignes. La porte de Münster où passaient les condamnés à mort pour être exécutés à l'extérieur de la ville. C'est ici que Turenne en 1675 a surpris l'armée austro-brandebourgeoise en passant par les Vosges en plein hiver. Par la suite, les habitants auraient subi les pires horreurs de la part des troupes de Turenne, viols, meurtres et tortures. Joli village au milieu des vignes dont l'église moderne a gardé son clocher vrillé du XIIIe siècle, unique en Alsace. On y découvre également de belles maisons anciennes à balcons de bois et oriels. Commencé au pèlerinage médiéval de Dusenbach, la journée se termine à Geberschwir, à l'église Saint-Pantaleon, avec son magnifique et monumental clocher roman, dernier vestige de l'édifice du début du XIIe siècle. Sur la voûte de l'abside, le couronnement de la Vierge. Une frise de saints fait le tour de l'église. Des sarcophages dont le plus ancien remonte à l'époque franque. Ici s'achève cette troisième partie. La quatrième nous conduira à la découverte des châteaux de Wasenburg, Falkenstein, Helfenstein, Rothenburg, Waldeck, Petit-Arnsberg, Wasigenstein, Wildenstein, Löwenstein, Hohenburg, Ringelstein et Ochsenstein, avec une incursion dans le Palatinat, avec les bourgs Blumenstein, Drachenfels, Bernhardstein, Trifels et Wegelnburg.